I have a dream that one day this nation will... Comment retrouver des forces après un choc? Comment orienter mon énergie efficacement pour y faire face? C'est à ces questions qu'est confronté le leader lorsqu'il se retrouve dans une situation de confinement. Regardons de plus près par quelles étapes nous passons tous lorsque nous sommes confrontés à des situations extrêmes et comment accélérer le processus qui nous permettra d'agir au plus juste. C'est la psychiatre américaine Elizabeth Kubler-Ross qui, dans les années 60, avait développé un modèle autour des 5 étapes nécessaires pour faire son deuil d'une situation ou d'une personne. En effet, ces phases sont vécues non seulement lorsque l'on perd quelqu'un, mais aussi lorsque l'on est confronté à un choc violent comme la perte de travail ou la perte de liberté. Passé le choc et la sidération, il y a en général une première phase dite de déni, le fait de nier les faits. C'est pas possible, ou c'est pas grave. Après le déni, une seconde phase, la colère. La colère avec un sentiment d'injustice. On peut être tenté de rechercher des coupables. Si ça arrive maintenant, c'est parce que telle personne a fait ou n'a pas fait ceci ou cela. Avec la troisième étape, commence alors une phase de négociation ou de marchandage avec soi-même. Oui, mais alors, peut-être que si je fais ça, la réalité va changer. On aimerait que les choses redeviennent comme avant. Et on négocie intérieurement avec le réel. Puis, arrive une quatrième étape, la tristesse. La fatigue et une perte de motivation peut avoir lieu qui sera la phase nécessaire pour aboutir enfin à la cinquième phase, l'acceptation du réel, une forme de lucidité. Et à partir de là, le leader peut investir son énergie pour mieux réfléchir sur l'avenir. Ce modèle nous intéresse car tant que nous n'avons pas passé les 4 premières étapes, notre énergie est justement mobilisée à négocier et combattre des choses qui de toute façon ont déjà eu lieu. Le leader a pour ambition d'agir et de changer les choses à venir. Et l'acceptation active du réel lui permet de retrouver le pouvoir d'agir sur lui. Alors comment accélérer ce processus? Un processus qui n'est pas toujours linéaire. Il est bien évident que nous faisons des allers-retours entre ces différentes phases. Mais reconnaître lucidement là où on en est dans l'instant présent facilite grandement le passage à l'étape suivante. Alors pour moi, aujourd'hui, dans ma situation, dans ma réalité, où est-ce que j'en suis? Avec quoi je me bats? Est-ce que j'ai une forme de déni? Et alors j'ai besoin de m'informer pour regarder la réalité telle qu'elle est. Ai-je de la colère? Puis-je la dire à quelqu'un de confiance? Est-ce que je négocie avec moi-même? Je peux alors m'interroger, qu'est-ce qui se joue pour moi? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Est-ce que je suis triste? J'ai sans doute besoin de prendre encore plus soin de moi. Enfin, y a-t-il des formes d'acceptation active du réel? Lesquelles? Car là, je retrouve des marges de liberté pour penser, pour créer et agir différemment, et ainsi déployer le leadership nécessaire par gros temps. Par gros temps, comment garder une équipe mobilisée? Comment faire vivre un collectif qui est temporairement dans une proximité dégradée? Comment, en tant que leader, accompagner les collaborateurs pour maintenir énergie, engagement et opérationnalité? Je vous propose une inspiration venue du passé. Nelson Mandela, leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Cet homme est resté 27 ans en prison. En termes de confinement, il sait de quoi il parle. Il est resté lors des premières semaines à Robben Island 23 heures sur 24 dans une cellule de 7 mètres carrés. Il va alors développer des trésors d'inventivité pour maintenir le lien entre ses compagnons de lutte. Son objectif est clair, déjouer le découragement, l'isolement, l'inutilité. Toute son énergie va alors se concentrer sur la nécessité de faire groupe. Il écrit dans ses mémoires « Tout ce que nous savions, tout ce que nous apprenions, nous le partagions et en le partageant, nous multiplions le courage que nous avions individuellement. » Cela allait même plus loin. Il n'hésitait pas à lancer des débats futiles sur des questions saugrenues dans un univers carcéral. Y a-t-il des tigres en Afrique?
Chaque membre du groupe avait alors 10 minutes pour exprimer son point de vue sans être interrompu. Il donnait ainsi, pour chaque membre de cette communauté, l'occasion d'être pleinement écouté. Plus tard, entre eux, ils ont appelé Robben Island l'université, à cause, disait-il, de ce que nous apprenions ensemble. Dans un contexte contraint, pour Mandela, la première responsabilité du leader pour son équipe est de faciliter l'expression d'une météo émotionnelle pour chaque collaborateur, avec des questions comme « Quelles pensées te viennent face à cette situation? Que fais-tu? Comment te sens-tu? Quels ressentis? Quelles émotions ?» Deuxième responsabilité du leader vis-à-vis de son équipe dans un contexte contraint, accepter et faire accepter la réalité de la situation. Mandela sera, durant cette période d'incarcération, un pédagogue de la réalité. Il accepte la réalité de sa détention, de sa condition de noir en Afrique du Sud. Il ne lutte pas contre cet état de fait. Du coup, cela le libère du ressenti négatif de l'incapacité à agir. Il se concentre ainsi avec lucidité sur ce qui le dérange de cette réalité. À chaque rencontre, avec ses compagnons, dans la carrière de Robben Island sous haute surveillance de ses gardiens, il pose souvent ces questions. Si tu acceptes cette réalité, que se passe-t-il de différent pour toi? Y vois-tu des avantages? Lesquels? Ces questions, posez-les à vos équipes. Mandela l'a expérimenté. Elle facilite un changement de regard sur sa réalité, apportant une acceptation bienfaitrice pour mobiliser l'intelligence adaptative de vos équipes. I have a dream that one day this nation will